Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où, au cours de différentes émissions, nous allons entrer dans le monde de la psychiatrie et surtout de voir un petit peu comment se situer par rapport au traumatisme que nous avons pu vivre et comment pouvoir à nouveau marcher debout sur le chemin de sa vie. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le docteur André-Marie Masson. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, docteur en sciences médicales. Vous avez été durant de très nombreuses années directeur de la clinique psychiatrique des frères Alexiens à Henri-Chapelle. Vous êtes également maître de conférences à l'Université de Liège et vous avez publié, la raison de notre invitation, ce livre « Saisir sa vie, entre émergence et transition, nous dessinons notre trajectoire », donc aux éditions Dricot en décembre 2020. Alors peut-être une première question assez simple finalement, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire un livre comme celui qui vient d'être publié ? Voilà. Eh bien, tout ceci, c'est la conséquence finalement de ce qui m'est apporté par les patients au fil des années. Donc les patients, ce n'est pas nécessairement un diagnostic, une grille de lecture, c'est avant tout une souffrance qui est déposée chez le thérapeute, souffrance qu'il va falloir comprendre et qu'il va falloir finalement saisir à pleine main pour tenter de la résoudre. Alors cette souffrance, la plupart du temps, elle est dans le cadre de stress post-traumatique. Nous connaissons des traumatismes extrêmement importants, des traumatismes majeurs. Je pense que tout le monde en a connu dans sa vie. Ce sont les guerres, ce sont les viols. Souvenez-vous des attentats que nous avons connus il y a à peine quelques années. Et bien entendu, la pandémie que nous vivons pour le moment. Donc ça, ce sont les traumatismes majeurs. Mais il y a aussi des traumatismes que nous vivons au quotidien. Les deuils, les pertes, les échecs. Tout ce qui constitue finalement une sensation de détresse, de désarroi, et surtout donc de perte de contrôle de nous-mêmes et de contrôle vis-à-vis du monde dans lequel nous avions confiance. Donc globalement, au fil des années, lorsque nous nous développons, nous avons progressivement une confiance en nous par rapport à un monde qui peut être hostile, que nous savons éventuellement hostile, mais que nous avons apprivoisé et vis-à-vis duquel donc, nous avons un certain contrôle, une certaine assurance. Et tout d'un coup, ce traumatisme apparaît, parfois de manière violente, parfois de manière plus insidieuse et répétée, et il va nous précipiter dans un état où cette confiance en nous est ébranlée et dans un état où cette confiance vis-à-vis du monde, elle est tout autant. C'est comme ça que nous avons cette symptomatologie au sein du stress post-traumatique qui est essentiellement un trouble de l'humeur. La personne a une humeur de plus en plus anarchique. Elle peut être irritable, impatiente, elle peut passer par des phases dépressives. Elle a des troubles du sommeil pendant lesquels des cauchemars viennent parsemer de terreur, si je puis dire, et de rappel les événements qui ont particulièrement perturbé. La personne présente également pendant la journée des flashbacks, ce qu'on appelle des flashbacks, donc des reviviscences finalement des événements qui l'ont perturbé, et elle est dans un état dit d'hostilité, c'est-à-dire qu'elle est constamment aux aguets, comme si quelque chose d'à nouveau tout aussi traumatisant allait se reproduire. Donc nous sommes dans cette situation de stress post-traumatique et c'est souvent cette souffrance qui nous est transmise dans les consultations, pas nécessairement sous la forme directe d'un stress post-traumatique, mais sous forme de dépression ou de burn-out ou d'anxiété généralisée. Donc c'est à partir de ce témoignage de mes patients que je me suis dit, mais au fond, pourquoi continuer à faire une espèce d'anthologie des troubles psychiatriques, alors qu'au fond, au quotidien, c'est ceci qui nous est transmis, c'est cette souffrance qui nous est apportée dans un contexte traumatique. Cette souffrance, parfois, elle peut revenir. C'est quelque chose qui peut être accompagné, on peut vraiment s'en sortir ? Alors, bien entendu, elle est récurrente, tout à fait, puisque les traumatismes sont rarement isolés, ils sont souvent répétitifs. Et puis, à la réflexion, si nous analysons ce qui se passe, ce traumatisme, il est là dès le début de la vie. Dès le début de la vie. Enfin, je me souviens, moi, je suis né un mercredi des Cendres, personnellement, et donc j'étais à peine né qu'on me rappelait, en me déposant les cendres sur le front, que j'allais mourir. Donc c'est quand même cette angoisse de mort, elle nous est quand même communiquée dès le plus jeune âge. Rien que le fait de naître, d'ailleurs, cette confrontation à l'oppression, à l'étouffement éventuel, génère déjà cette angoisse de mort. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Dès les premiers jours, lorsque l'enfant est en contact avec sa mère, il peut, dans certains cas, présenter des problèmes au niveau de l'attachement avec sa mère. Si la mère, par exemple, a été elle-même victime de traumatismes et qu'elle ne les a pas encore digérés, elle peut les revivre de manière récurrente. Et en s'occupant de son bébé, elle peut communiquer sa propre angoisse. Le bébé se trouve donc en présence
du pourvoyeur de soins, parce que ça peut être la maman, mais ça peut être aussi le père ou la personne qui s'en occupe. Elle se trouve en présence d'une personne qui est à la fois protectrice et qui doit lui apporter l'assurance nécessaire, et en même temps en souffrance, puisque revivant le traumatisme de manière continuelle dans un état de dissociation. Et c'est comme ça que certains attachements peuvent être tout à fait perturbés et provoquer une angoisse dès le plus jeune âge, angoisse qui va par la suite générer des troubles du comportement, ou en tout cas des comportements particuliers qui servent essentiellement à contrôler l'angoisse, mais qui vont générer des troubles du comportement à l'âge adulte, voire des troubles de personnalité, voire même des troubles psychotiques beaucoup plus graves. Donc le trauma, il est présent au fond depuis le plus jeune âge dans notre développement, même en dehors des traumatismes auxquels on a fait allusion, dans les grands traumatismes ou les traumatismes de la vie de tous les jours. Donc c'est un état en effet qui peut être récurrent et qui met à mal l'adoption d'une confiance en soi suffisante, et une confiance dans le monde qui l'est tout autant, et qui le met non seulement à mal, mais qui peut provoquer des difficultés lorsqu'il y a des tentatives de contrôle et de redémarrage, si je puis dire, de la trajectoire de vie. Dans ce que vous dites, est-ce que ça signifierait que pour vous, tout être humain est quelque part traumatisé? Je pense, oui, que tout être humain a en tout cas une expérience du traumatisme et qu'il a une expérience également de toutes les tentatives pour contrôler l'angoisse qui résulte du traumatisme, parfois avec succès et parfois avec moins de succès. Et justement, comment est-ce qu'on contrôle cette angoisse? Oui, alors comment la contrôle-t-on? Là, c'est un peu une toute autre partie du livre où on aborde les tentatives justement de remise en place d'une trajectoire qui a été brisée suite à l'expérience traumatique. Donc il y a toute une série de choses qui doivent nous permettre d'améliorer notre perception de la vie. À partir du moment où quelqu'un a été désarçonné par un traumatisme, il doit garder la perspective d'expériencer autre chose. Donc il doit toujours aller de l'avant. Il doit, si possible, ouvrir de nouveaux espaces. Pourquoi ouvrir de nouveaux espaces? Parce que c'est à travers de nouveaux espaces qu'il va faire de nouvelles expériences, qu'il va rencontrer les autres. Il va rencontrer donc la différence, et c'est cette différence que les autres présentent qui vont lui renvoyer aussi sa propre différence et lui permettre alors de reprogresser et de retrouver une trajectoire nouvelle. Dans les patients que vous avez accompagnés tout au long de votre carrière, vous avez le sentiment que la majorité d'entre eux ont vu la lumière à la sortie du tunnel de cette trajectoire angoissante de la gestion du traumatisme? Alors je pense qu'il y en a en tout cas, oui, qui ont certainement pu progresser. Maintenant, dans les comportements, les stratégies de contrôle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celles que le bébé adapte déjà dans ses difficultés d'attachement, lorsqu'il a une mère soumise elle-même aux difficultés post-traumatiques, lorsqu'il y a ces stratégies de contrôle, ça conduit à des comportements récurrents qui sont particulièrement difficiles à modifier. Et cela explique pourquoi, au cours de notre vie, souvent nous répétons les mêmes erreurs. Nous répétons les mêmes comportements, 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois toute la vie, sans les modifier, malheureusement. Donc ces stratégies de contrôle qui peuvent être à la fois adaptatives, mais aussi parfois en opposition avec la société, ces stratégies de contrôle ne vont pas nécessairement être modifiées comme ça d'un coup de baguette magique. Il faut qu'à un moment, il y ait une prise de conscience, qu'il y ait un retour vers le passé pour comprendre, au fond, ces stratégies de contrôle et ces comportements inadaptés, de manière à modifier et à amener surtout un désir de changement. S'il n'y a pas de désir de changement, malheureusement, ou s'il n'y a pas cette possibilité de converser avec quelqu'un d'autre et d'arriver à cette idée de changement, on risque de se retrouver dans les mêmes comportements pendant toute la durée de sa vie. C'est la raison du titre de votre livre, « Saisir sa vie ». Oui. C'est vraiment cette idée-là? Tout à fait. Saisir sa vie, c'est-à-dire donc la prendre en main, finalement, la prendre en main et en faire quelque chose qui ne dépend pas strictement d'un déterminisme. Vous savez que sur un plan philosophique, souvent il y a cette opposition entre déterminisme et liberté. Le déterminisme qui est extrêmement puissant, puisqu'on ne naît pas n'importe où. On est dans un certain milieu, avec une certaine culture, avec une certaine religion, une certaine philosophie, de certaines expériences. Donc rien qu'au niveau génétique, il y a déjà énormément de choses qui sont programmées dès la naissance. Et donc il y a déjà une trajectoire qui est peut-être pas toute faite, mais qui est déjà bien orientée. Donc à partir de là, ce déterminisme va continuer à s'accentuer. Les stratégies de contrôle dont on a parlé tout à l'heure, c'est aussi certains rôles sociaux qui vont nous être attribués et dont il va être difficile de s'en sortir.
pour des questions de différents registres. Donc le déterminisme, il est extrêmement important. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'à un moment, il y a toujours notre possibilité de liberté, notre possibilité de dire non, je ne veux plus de cela, ou je veux changer, ou je veux avoir une autre existence, ou je veux opérer tel changement. Donc cette liberté, elle existe et elle est particulièrement importante pour redémarrer une trajectoire, justement, lorsqu'elle a été brisée après un traumatisme. Docteur, nous avons l'occasion d'approfondir ces différentes thématiques que vous avez abordées au cours de cette première émission. Merci déjà de nous donner le goût de poursuivre cette réflexion. Nous arrivons au terme de notre première émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.